Au cours de l'année 1991, les femmes slovaques qui vivent à Bratislava savent qu'il vaut mieux fermer leurs fenêtres le soir tombé. Depuis un moment, un danger guette celles qui vivent seules et oublient de se barricader parce qu'elles risquent tout simplement de perdre la vie dans des circonstances horribles. Un monstre rôde dehors dans la nuit et celui-là n'a rien de ceux qui se cachent dans les placards ou sous les lits. Il est bien réel. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie incroyable d'Ondrej Rigo. Générique. Cette nouvelle affaire a eu lieu dans un petit pays d'Europe de l'Est dont je ne vous ai encore jamais parlé sur la chaîne, la Slovaquie. Et plus précisément, comme je vous le disais, à Bratislava, sa capitale. Petite précision, dans cette affaire, les noms des victimes ne sont pas toujours communiqués en entier. Parfois, il n'y a que le prénom suivi de l'initiale du nom de famille. Ça a certainement été fait pour protéger leur identité. Autre précision, pendant cette vidéo, il n'y a aucun doute sur le fait que je vais massacrer certains des noms. Je m'en excuse à l'avance pour les oreilles de ceux qui vont s'en rendre compte. Nous sommes le 9 janvier 1991 et Jana B, une artiste de 31 ans, rentre d'une virée en ville. Elle s'est rendue à une exposition donnée par l'une de ses amies et ça s'est un petit peu éternisé, ce qui fait qu'il est environ 1h du matin quand elle arrive chez elle. Elle est rassurée quand elle passe finalement sa porte parce que, même si elle a de la ressource, être dehors aussi tard sans être accompagnée est toujours assez angoissant pour une femme, surtout au vu de ce qui fait la une des faits divers depuis un moment. Et quand je dis que Jana a de la ressource, ce n'est pas qu'une expression, parce que c'est une personne très sportive, qui n'a pas peur de grand-chose, elle pratique le parachutisme assidûment depuis plusieurs années, mais aussi et surtout le karaté. Bref, fatiguée par sa soirée, la jeune femme se met au lit sans trop tarder, et aux alentours de 2h30 du matin, elle ouvre à nouveau les yeux à cause d'une vive douleur à la tête. Elle est encore dans le gaz, mais elle est assez consciente pour se rendre compte qu'un homme se tient juste à côté de son lit. Tout se passe très vite. En fait, dans les premières secondes, Jana se dit même que ça semble impossible parce qu'elle vit seule. Malheureusement, elle reçoit un second coup et là, elle réalise que tout ça est bien réel. Un homme est en train de l'agresser. Mais dans son malheur, elle a de la chance parce que le manche de la houe en bois qu'il utilisait pour la frapper vient de se briser. C'est une opportunité à saisir, d'autant plus que quelques jours avant, la jeune femme avait déplacé son lit sous une fenêtre et que la lumière qui vient de la rue l'aide à s'orienter. Jana compte bien se défendre de toutes ses forces, elle se lève, elle attrape une partie de l'arme cassée et assène plusieurs coups à son assaillant, qui visiblement ne s'attendait pas du tout à ce que sa victime lui résiste. Résultat, il tente tout simplement de fuir. Il se jette sur la porte qu'il déverrouille et la passe avant de finalement revenir sur sa décision. Il retourne à l'intérieur et reçoit une chaise jetée par la jeune femme. Une lutte s'engage entre eux et elle est féroce. Jana est projetée sur son four à gaz encore chaud, la peau de ses jambes et de son ventre brûle et son agresseur en profite pour la frapper à la tête, mais ça ne l'empêche pas de riposter parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, elle se bat pour sauver sa vie. L'homme tente ensuite de lui crever l'œil, alors pour essayer de lui faire lâcher prise, elle lui attrape l'entrejambe et ça marche parce qu'en voyant qu'il ne parvient pas à prendre le dessus sur sa victime, il prend la fuite et cette fois, définitivement. Le cauchemar est enfin terminé pour Jana, qui rassemble ce qu'il lui reste d'énergie pour donner des coups sur le mur mitoyen dans le but d'alerter ses voisins pour être secourue. Elle est sévèrement blessée, mais vivante, et ce qu'elle ignore encore, c'est qu'elle vient juste d'échapper à un sort vraiment sordide. Elle sera en vérité la seule femme survivante dans une série d'attaques meurtrières perpétrées par un homme au penchant particulièrement abject qui depuis des mois suit scrupuleusement le même mode opératoire. Il s'en prend à des femmes qui dorment seules dans un logement généralement facile d'accès, dans lequel il s'introduit par le sous-sol, une fenêtre ou un balcon laissé ouvert, avant de frapper violemment ses victimes à la tête à l'aide d'une tige en métal, d'un objet en bois ou d'une grosse pierre, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Après leur décès, l'agresseur recouvre le haut de leur corps d'une couverture et les viole, en prenant parfois le temps de mutiler le cadavre, puis chose assez curieuse, il fume, vole des objets de valeur et part en laissant derrière lui ses mégots de cigarettes
et même l'arme du crime. Rappelez-vous, on est en 1991 et donc tout ce qui touche à l'ADN est encore très peu développé, et ce qui fait que finalement, il n'a sans doute pas conscience des risques qu'il prend en faisant ça. Quelqu'un qui ferait la même chose de nos jours se ferait attraper très rapidement. Cet homme, qui est âgé de 36 ans quand il agresse Jana, il s'appelle Andrei Rigo et il n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà fait 6 victimes avant, et pas uniquement à Bratislava, parce qu'il a aussi tué à Munich, puis à Amsterdam. En fait, il a commencé sa carrière de criminel assez tôt, et avant même d'en arriver à son premier meurtre, il avait été condamné à de multiples reprises, essentiellement pour des faits de cambriolage, mais uniquement dans son pays. Alors, je vous fais un petit point histoire très très rapide, juste histoire de vous situer un petit peu le contexte dans lequel il a grandi. Pendant la jeunesse d'Ondrej, son pays d'origine porte encore le nom de Tchécoslovaquie. En gros, les actuelles républiques tchèques et slovaques, qui sont maintenant indépendantes l'une de l'autre, forment à cette époque-là un seul État fédéral qui fait partie de l'URSS. Le communisme en vigueur là-bas fait que les lois y sont assez strictes, y compris en ce qui concerne les déplacements. Il est possible pour les Tchécoslovaques de voyager librement, mais uniquement vers un autre pays de l'URSS. Pour aller ailleurs, il leur faut une autorisation. Ondrej avait visiblement oublié l'existence de cette formalité, parce qu'avant le commencement de l'affaire, il effectue sa dernière garde à vue en Tchécoslovaquie à cause d'un départ non autorisé de la République et se retrouve incarcéré le 28 septembre 1989. Bref, c'est suite à la révolution de velours qui a eu lieu dans le pays du 16 au 28 novembre 1989 et à l'abandon du pouvoir par le Parti communiste tchécoslovaque qui s'ensuit que les frontières sont à nouveau ouvertes sans restriction. Après tout ça, Gustav Husak, le président, qui est au pouvoir à ce moment-là, accorde une amnistie aux prisonniers politiques le 8 décembre 1989, ce qui permet la libération d'Ondrej le lendemain, étant donné qu'il en faisait partie. Forcément, quand il retrouve sa liberté, il profite rapidement des changements qui se sont opérés pendant qu'il était encore détenu. Il décide qu'il est grand temps de mettre les voiles et, sans le savoir, s'apprête à laisser libre cours à ses pulsions les plus sombres. Ondrej n'attend pas bien longtemps pour quitter la Tchécoslovaquie parce qu'il part le 9 décembre 1989, soit le jour même de sa sortie de prison, direction Vienne et, évidemment, sans passeport valide. Mais son passage en Autriche n'est que transitoire. Il arrive là-bas sans argent et il ne connaît personne, donc il doit dormir dans les gares ou même dans la rue. Alors, il se débrouille pour récupérer rapidement un faux passeport yougoslave et part cette fois pour l'Allemagne, où il doit retrouver son frère qui y est installé. Après être arrivé en Bavière, Ondrej dépose une demande d'asile, mais les autorités locales ne sont pas dupes et remarquent qu'il utilise un faux document d'identité. Résultat, il est emprisonné pendant près de 2 mois. Le 6 février 1990, à sa sortie, il est considéré comme une personne sans résidence permanente et on l'envoie dans un centre pour demandeurs d'asile situé à Freising. En gros, il est autorisé à rester sur le territoire, mais il ne doit pas sortir de la ville. Seulement, on l'a vu, Ondrej Rigo et les règles, ça fait 2. Du coup, sans surprise, il quitte régulièrement Freising pour se rendre à Munich, où il reprend tranquillement ses activités criminelles, j'entends par là ses cambriolages. Parce que quand il arrive là-bas, il n'a encore tué personne, a priori, mais ça ne tarde pas à arriver. On ignore si c'est vraiment ce qu'il s'est produit, mais tout porte à croire que sa première victime, une femme de 40 ans nommée Elena S., l'a surpris alors qu'il était en train de fouiller son logement à la recherche d'objets de valeur dans la nuit du 7 au 8 juin 1990. Pris la main dans le sac, il est probable qu'Ondrej ait pensé qu'il n'avait plus le choix. Il a été vu et ne doit laisser aucun témoin. Donc c'est à l'aide d'un tuyau en métal pesant pas moins de 2,5 kg qu'il donne la mort à la propriétaire des lieux en la frappant à la tête. Immédiatement, il s'aperçoit que tuer Elena a provoqué chez lui une très forte excitation sexuelle. Alors il recouvre le haut de son corps avant de la violer. En fait, c'est ce jour-là qu'il crée l'essentiel du mode opératoire qu'il continuera à suivre par la suite. Pour le reste, les sources divergent en ce qui concerne un éventuel vol, mais ce qui est sûr, c'est qu'après avoir commis son tout premier meurtre, il laisse l'arme du crime sur place. Ce qu'il vient de faire a visiblement réveillé le monstre qui sommeillait en lui, parce qu'il n'attend même pas 2 mois pour tuer à nouveau. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1990, il s'introduit dans l'appartement d'Ilke Z, 38 ans, qui avait laissé la porte de son balcon partiellement ouverte. Il répète le même schéma que pour sa première victime, à 2 choses près. Pendant qu'il abuse de son corps,
il la poignarde au cou avec un tournevis et il place des chaussettes sur ses mains pour éviter de laisser des empreintes sur la scène de crime. L'une d'elles sera d'ailleurs retrouvée par la police avec l'arme du crime. On dirait vraiment qu'Ondrej commence à réfléchir à la façon de s'y prendre au mieux pour pouvoir continuer à tuer tranquillement et sans être inquiété. Le mois suivant, le 20 septembre, il se fait prendre alors qu'il est en train de pénétrer par effraction dans un kiosque et c'est ce qui met un terme à son escapade allemande parce qu'évidemment, suite à son passage au commissariat, il est convoqué par le bureau des demandeurs d'asile qui en a eu vent. Son frère l'aide à quitter l'Allemagne et il rejoint Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, afin de s'installer chez sa sœur, qui est elle aussi expatriée. L'homme est régulièrement de sortie le soir tombé pendant son séjour là-bas, et dans la nuit du 27 septembre 1990, il repère que Maria van der Wee, une femme de 58 ans qui vit seule avec ses chats, a eu le malheur de laisser la porte de son balcon ouverte alors qu'elle habite elle aussi au rez-de-chaussée. Il entre discrètement pendant son sommeil, la tue en utilisant un pavé lourd de plus de 5 kilos, la viole, la vole et prend le temps de boire un verre de Slivovitz dans sa cuisine avant de quitter l'appartement. Alors, le Slivovitz, c'est un spiritueux slave sec fait à partir de quetch. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les quetch, je vous invite à aller faire une petite recherche Google rapidement. En tout cas, un témoin a confirmé par la suite que cet alcool, c'était un des alcools préférés d'Ondrej Rigo. Le lendemain, il quitte Amsterdam avec sa sœur et retourne en Tchécoslovaquie pour s'installer à Bratislava, où cette fois, il s'en prend à Teresia Revezova, une dame âgée de 88 ans qui vit dans une maison de retraite. Le 6 octobre 1990, il pénètre dans sa chambre et la tue à coups de poing. Il semble que l'âge de sa victime n'ait pas été un frein, et qu'il ait quand même décidé de la violer, comme il le fait habituellement. Mais vu le contexte, la police ne s'y attendait absolument pas et n'a apparemment pas fait de prélèvement qui puisse le confirmer. Après ça, Ondrej vole le peu de choses de valeur que possédait Teresia, puis il fume pour la première fois sur une scène de crime et laisse ses mégots ainsi que quelques pièces de monnaie néerlandaises derrière lui avant de partir. Il est à noter que dans cette affaire, le fait que les meurtres se soient enchaînés rapidement, en plus de s'être produit dans plusieurs pays différents, n'a pas aidé les autorités parce que d'un pays à un autre, les services de police n'étaient pas vraiment en contact entre eux. Ils ne communiqueront que tardivement dans l'enquête et finalement, les forces de l'ordre de Munich et d'Amsterdam ignorent pendant un bon moment que quelqu'un qui a exactement le même mode opératoire continue de tuer à Bratislava. Résultat, Ondrej passe sous les radars de la police et continue à ajouter des noms à sa liste macabre, où les suivants à être inscrits sont ceux d'une mère de 40 ans, Anna Palenikova, et de son fils Juraj Nitriansky, qui, à en croire les différentes sources, avait entre 15 et 16 ans. Nous sommes le 3 janvier 91 et les deux membres de cette famille n'étaient de retour en Tchécoslovaquie que pour quelques jours, le temps de fêter la nouvelle année avec leurs proches, parce qu'ils avaient émigré en Suisse en 1982. Aux alentours de minuit, alors qu'Anna et Juraj dorment ensemble dans un dortoir situé en rez-de-chaussée, Ondrej passe par une fenêtre et muni d'un bâton en bois, il commence par frapper l'adolescent. Sa mère se réveille en sursaut et tente évidemment de protéger son fils. Malheureusement, elle n'y parvient pas. Le meurtrier les tue tous les deux avant d'abuser du corps de la quarantenaire et de fuir la scène de crime. Suite à ce double meurtre, la police de Bratislava comprend qu'il s'agit probablement de l'œuvre d'un tueur en série et invite publiquement la population à faire preuve d'une grande prudence à la nuit tombée. Tout le monde est invité à fermer portes et fenêtres, notamment les femmes seules qui vivent en rez-de-chaussée. Seulement 6 jours après ces deux derniers meurtres, le 9 janvier 1991, Ondrej passe à nouveau à l'acte. Sa victime suivante, c'est celle dont je vous ai déjà parlé au début de la vidéo, c'est Jana B, 31 ans, qui a miraculeusement réussi à s'en sortir vivante. Son agresseur s'est introduit chez elle via une fenêtre de ventilation laissée ouverte qui était située juste au-dessus de la porte d'entrée, et le fait que la jeune femme lui ait survécu va être déterminant pour la suite. La lumière de la rue, qui baignait dans la pièce où Jana dormait ce jour-là, lui a non seulement permis de pouvoir se défendre, mais aussi de pouvoir voir clairement le visage d'Ondrej, ainsi que les vêtements qu'il portait. Un détail lui restera tout particulièrement en mémoire, surtout étant donné qu'elle l'a attrapé au niveau de l'entrejambe. Le pantalon bleu clair de l'homme a été recousu à cet endroit. En revanche, ce qu'elle ignore, c'est que ce soir-là, elle n'était pas le premier choix d'Ondrej.
Peu avant, dans un autre quartier, il avait trouvé une première fenêtre ouverte. Mais ça ne l'avait mené que dans une pièce de stockage verrouillée, ce qui, du coup, l'a conduit à poursuivre ses recherches jusqu'à arriver chez sa prochaine victime. Après l'agression de Jana, le nombre de personnes sur qui Ondrej a déjà levé la main se porte donc à 7, dont 6 sont décédés. Et malheureusement, il ne va pas s'arrêter là. Ondrej n'attend qu'un petit peu plus de 3 mois avant de tuer à nouveau. Le 25 avril 1991, il entre chez Elena Novakova, une dame âgée de 79 ans, qui, selon certaines sources, habitait aux alentours de Zaranitsa Street, tout près de l'endroit où vivait Jana. La fenêtre de sa cuisine était ouverte, mais pour la passer, il fallait retirer une moustiquaire qui était fixée. Ni une ni deux, le meurtrier s'exécute et donne la mort à sa victime à l'aide d'un morceau de béton récupéré à l'extérieur avant de suivre son mode opératoire habituel. C'est déjà la 5e agression commise par Ondrej à Bratislava, dont 4 cadavres laissés derrière lui. Et même si pour l'instant rien ne semble pouvoir l'arrêter, la police rassemble petit à petit des preuves sur chacune des scènes de crime. Empreintes de chaussures, traces de sang, de sperme et même salive récupérée sur les mégots de cigarettes qu'il a abandonnés. L'ADN du meurtrier en série est partout. Et à tout ça vient s'ajouter le précieux témoignage de Jana. Les autorités recherchent maintenant activement un homme de taille moyenne, aux cheveux noirs et âgé de 30 à 40 ans. En gros, les jours de liberté d'Ondrej semblent à présent compter. Pourtant, il va malheureusement réussir à tuer de nouveau. Un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous expliquais que la police avait conseillé aux gens de fermer leurs fenêtres la nuit. Si, a priori en hiver, ça n'est pas un problème, eh bien, l'été, c'est un petit peu plus compliqué de vivre barricadé. C'est peut-être pour ça qu'Henrietta Olderova, 22 ans, part se coucher sans avoir refermé sa fenêtre, après avoir profité de la fraîcheur ambiante pour jouer de la guitare jusque tard, le soir du 14 juillet 1991. Que ce soit un oubli ou pas, cet acte sera très lourd de conséquences. Parce qu'Ondrej, qui rôde dans le coin, a entendu la musique et a patiemment attendu que la jeune femme aille au lit pour entrer dans le logement, se diriger vers sa chambre et la frapper à la tête à de multiples reprises avant de la laisser pour morte. L'attaque est tellement violente que du sang est projeté jusqu'au plafond et ce n'est nulle autre que la grand-mère d'Henrietta qui la découvre au petit matin. Très âgée et sujette à de sévères troubles de l'audition, elle dormait profondément et n'a pas été réveillée par ce qu'il s'est passé dans la pièce d'à côté. Lorsqu'elle la découvre, sa petite fille est encore vivante et on la transporte d'urgence à l'hôpital, mais son état est si critique qu'après un intense combat qui dure 18 jours, elle s'éteint des suites de ses blessures. Ce décès, qui est maintenant le 5e dû à Ondrej à Bratislava, met la police plus que jamais en alerte. Les patrouilles se font toujours plus nombreuses la nuit et chaque homme qui croise leur route et correspond vaguement à la description de l'individu recherché est contrôlé. Un soir, les autorités reçoivent un appel pour le moins intéressant parce que quelqu'un leur signale qu'il vient de voir un type assez louche qui semblait fouiner aux alentours d'appartements situés en rez-de-chaussée, comme s'il cherchait un moyen d'y entrer. Des officiers se rendent immédiatement sur les lieux et ils ne se déplacent pas pour rien parce qu'ils trouvent Ondrej sur place. Ondrej qui, évidemment, correspond à la description de celui qu'ils recherchent. Ils décident donc de l'embarquer pour l'interroger, prélèvent son ADN et le relâchent quelques heures plus tard. Alors, je sais que ça peut paraître surprenant, mais pour l'époque, ça ne l'est pas tant que ça. Je vous explique. En 1991, tout ce qui concerne les analyses ADN, c'est encore très abstrait pour tout le système judiciaire en Tchécoslovaquie. D'ailleurs, aucun criminel n'a jamais été condamné dans le pays grâce à ce genre de preuves à ce moment-là. C'est vraiment un concept tout nouveau. Du coup, même s'il y a bien une concordance entre l'ADN retrouvé sur les lieux des crimes et celui d'Ondrej, eh bien, la police sait que devant un tribunal, il y a de grandes chances que ça ne tienne pas, parce que c'est la seule chose qui le relie au meurtre pour l'instant. Ça peut sembler aberrant de nos jours, mais on parle d'une affaire qui a plus de 30 ans. Après, il ne faut pas oublier que si l'homme est effectivement bien connu des autorités, il n'a jamais été arrêté pour des faits graves avant, il n'est pas non plus répertorié comme délinquant sexuel, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont décidé de le laisser repartir, malgré leurs très forts soupçons. En fait, la police manque de preuves tangibles pour pouvoir l'inculper,
Mais on peut imaginer qu'au fond, ils savent qu'ils tiennent leur coupable. Ils doivent simplement attendre d'avoir un élément qui pèsera assez lourd dans la balance judiciaire pour pouvoir l'arrêter. Toujours est-il que ça laisse au tueur en série l'opportunité de passer à nouveau à l'acte et il ne va pas s'en priver. 8 mois après, il récidive alors qu'il travaille en tant que préposé au vestiaire dans un hôtel Carlton et qu'il a une petite amie, une vie, tout ce qu'il y a de plus normal en soi. En vérité, il a même une fille, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Le soir du 3 mars 1992, Ondrej est de sortie au cinéma avec sa compagne. Ils ont décidé d'aller voir Le Silence des agneaux. Mais après la séance, alors qu'ils s'apprêtent à rentrer chez eux ensemble, il prétend avoir quelque chose à faire. Il en profite pour prendre le bus et, avant de regagner son domicile le lendemain matin, il tue Matilda Urbanova, 67 ans, qui se trouvait dans sa maison sur Obchodna Street, dans le centre-ville de Bratislava. Son corps est retrouvé dans la matinée et la police, qui est toujours persuadée que c'est Ondrej le coupable depuis sa première arrestation, décide de l'interpeller à nouveau quelques heures après sur son lieu de travail. Il ne leur faut pas bien longtemps pour avoir la confirmation que c'est bien lui qu'ils cherchaient depuis le départ, parce que son pantalon et ses chaussures sont maculés du sang de Matilda, même s'il essaye tant bien que mal de faire croire aux officiers qu'il s'agit de sirop. De même, il n'y a pas de chaussettes, parce que, comme à son habitude, il les avait placées sur ses mains pour tuer sa victime et pour abuser de son corps, avant de les abandonner sur la scène de crime. Les empreintes de ses chaussures correspondent elles aussi à celles qui ont été relevées sur les lieux des meurtres. Bref, c'est carton plein pour la police qui, cerise sur le gâteau, trouve même des bijoux dérobés chez Matilda dans le casier d'Ondrej au Carlton. D'ailleurs, ces fameuses chaussures, parlons-en, parce que c'est en partie grâce à elles que les autorités tchécoslovaques ont finalement pris contact avec leurs homologues allemands et néerlandais. Il se trouve que la paire que portait Ondrej quand il allait commettre ses crimes est fabriquée par une marque qui n'est ni produite ni commercialisée en Tchécoslovaquie. En fait, elle est issue des Pays-Bas. Si on ajoute à ça le fait que la police ait retrouvé des pièces de monnaie néerlandaises chez Teresia Revezova, la première victime du tueur à Bratislava, ça les a forcément amenés à se dire qu'ils s'étaient peut-être un petit peu baladés avant. Du coup, un message est envoyé aux forces de l'ordre étrangères pour demander si, à tout hasard, elles n'auraient pas un ou plusieurs meurtres non élucidés sur les bras qui présenteraient un mode opératoire similaire à celui d'Ondrej. Bien vite, 2 pays répondent positivement à ce signalement, l'Allemagne et les Pays-Bas, et les liens entre les différents crimes qu'il a commis sont finalement tous établis. Des perquisitions sont menées chez Ondrej après son arrestation, et des objets appartenant à ses victimes sont retrouvés, mais il persiste à dire qu'il n'y est pour rien et il a toujours réponse à tout quand la police tente de le mettre face aux preuves qu'ils ont récoltées. Les bijoux découverts chez lui, ce sont des femmes qui lui en avaient fait cadeau. Ses empreintes de chaussures et les mégots avec son ADN retrouvés sur les balcons attachés aux scènes de crime, hasard, ils étaient simplement là parce qu'il a peut-être, à un moment, regardé par la fenêtre ou s'est arrêté dans le coin pour soulager une envie pressante avant de s'en griller une, mais c'est tout. Son sperme, découvert sur les corps, alors ça, c'est sûrement une vile manigance de la part d'une prostituée, vu qu'il fréquentait régulièrement les maisons closes. Bref, Ondrej a des excuses, pas toujours sensées, qui plus est, mais même si elle l'était, ça n'aurait pas suffi, surtout étant donné que Jana, la seule qui lui a survécu, se rappelle très bien de son visage et l'identifie formellement parmi 4 hommes aux caractéristiques physiques très similaires. D'ailleurs, le pantalon bleu clair recousu au niveau de l'entrejambe dont elle avait parlé à la police se trouvait dans la penderie du tueur. Tout mis bout à bout, on peut donc difficilement faire plus incriminant. Et histoire de rendre le tout encore plus glauque, il s'avère qu'Ondrej a offert certains des objets qu'il avait dérobés chez ses victimes à sa fille de 12 ans. Bijoux, montres ou appareils photo, l'adolescente était sûrement bien loin de se douter de la provenance des cadeaux que lui faisait son papa. En fait, comme je vous le disais plus tôt, aux yeux de ses proches, il n'avait rien d'un possible tueur en série, même si, quand on voit son enfance, on est peut-être un peu moins surpris d'apprendre ce qu'il a fait par la suite. Il semble qu'Ondrej Rigaud ait évolué dans un cadre assez dysfonctionnel. Il voit le jour le 17 décembre 1955 à Mondra, en Tchécoslovaquie, dans une famille d'origine rome, et il est l'aîné d'une fratrie de 6 enfants.
Malgré le nombre élevé de bouches à nourrir pour les parents, l'argent ne manque pas et ils ne sont pas pauvres, ce qui s'explique peut-être par le fait que le père est un multirécidiviste, souvent condamné, notamment pour des faits de cambriolage. Il multiplie les passages par la case prison et n'est pas très présent à la maison, laissant régulièrement sa famille livrée à elle-même pendant de très longues périodes. La mère d'Ondrej, de son côté, est bénéficiaire d'une pension d'invalidité et elle joint les deux bouts en travaillant en tant que femme de chambre dans un hôtel quand son mari est absent. Leur fils aîné, lui, commence l'école à l'âge de 7 ans, mais il ne brille pas par ses résultats. On peut même dire qu'il n'aime pas ça et il sèche les cours fréquemment avant d'être envoyé dans un institut spécialisé pour les enfants présentant des troubles du comportement à l'âge de 14 ans. Il est assez jeune quand il perd son père parce que son mode de vie de criminel finit par le condamner. Il est abattu à l'âge de 38 ans et suite à ça, il semblerait que sa veuve ait perdu la garde de leurs enfants parce qu'ils sont envoyés en foyer pendant un temps. Sans surprise, Ondrej ne s'attarde pas sur les bancs de l'école et à l'âge de 20 ans, il effectue son service militaire pendant lequel il est sanctionné plusieurs fois. C'est d'ailleurs là qu'il expérimente son tout premier passage derrière les barreaux. C'est aussi à cette période qu'il rencontre celle qui deviendra sa première femme, mais leur mariage ne dure pas longtemps parce que quand le couple part s'installer à Bratislava, la nouvelle Madame Rigaud ne supporte pas la vie en ville et elle décide de repartir à Propad, dont elle est originaire, ce qui entraîne un divorce. Après la fin de son service militaire, Ondrej a 22 ans et met un pied dans la criminalité avec une première condamnation pour vol et au total il sera jugé 11 fois et effectuera 6 séjours en prison, essentiellement pour des faits de cambriolage, tout comme papa. Quand il n'est pas en détention, il gagne sa vie en travaillant dans la chaufferie de plusieurs établissements, dont 2 hôpitaux, et on sait qu'il passe plus tard une certification pour pouvoir prendre en charge les installations fonctionnant au gaz. Côté vie privée, après son divorce, Ondrej rencontre une femme avec qui il reste 5 ans et une petite fille née de leur union, une enfant dont on ne sait quasiment rien et dont la mère finit par mettre les voiles pendant l'un des énièmes séjours à l'ombre de son conjoint. Il a ensuite eu 4 autres relations sérieuses, dont une qu'il mène à nouveau devant l'hôtel, et, selon ses dires, une quantité assez élevée d'aventures. Cela dit, il est à noter que même si le tueur a avoué avoir une libido très importante, il n'a jamais ressenti l'envie d'être violent pendant ses rapports. Ondrej Rigaud était en fait une sorte de caméléon, un monsieur tout le monde la journée, si on met de côté les cambriolages, qui se transformait en rôdeur aux pulsions sordides seulement la nuit venue. C'est le 7 décembre 1994 que le procès de celui qu'on a surnommé le tueur à la chaussette prend fin, après une dizaine de jours. Il y avait énormément de choses à dire, parce que son dossier faisait pas moins de 5500 pages, que j'ai toutes lues pour vous préparer cette vidéo. Non, c'est faux. Mais abonnez-vous quand même. Quand on a exposé à la cour tous les détails abjects de ses méfaits, il n'a exprimé aucune émotion et il a catégoriquement refusé de plaider coupable. En fait, il a toujours affirmé qu'il n'était responsable d'aucun des meurtres. Pourtant, quantité de preuves génétiques ont été mises sur la table et 194 personnes issues de 3 pays différents se sont déplacées pour témoigner contre lui. Anton Heretic, le psychologue, mandaté par le tribunal pour dresser le profil psychologique d'Ondrej Rigaud, n'est pas passé par 4 chemins. Il affirmait que c'était un psychopathe qui n'avait aucune norme sociale, manquait profondément d'empathie et agissait de façon très impulsive. Il a ajouté qu'il avait également un trouble de la personnalité schizoïde, ce qui le rendait incapable de créer des relations avec les autres, et que la combinaison de tout ça, ça en faisait un criminel extrêmement dangereux. Cela dit, il apparaissait qu'il ne pouvait pas être qualifié de sadique. Joseph Vachalek, un enquêteur qui a travaillé sur l'affaire, a précisé de son côté qu'Ondrej Rigaud parlait peu et qu'il semblait avoir un quotient intellectuel assez faible. Jeanne Abbé a assisté au procès déguisé pour ne pas être reconnue et on imagine qu'au moment de l'annonce de la sentence, elle a peut-être retrouvé une forme d'apaisement. Son bourreau et celui de 9 autres personnes décédées, dont 8 femmes et un adolescent, se voit condamné à la prison à perpétuité, une peine qu'il devra purger dans un établissement de très haute sécurité. Ondrej Rigaud fait appel de sa condamnation, sans pour autant apporter l'ombre d'une contre-preuve, et le 28 février 1996, le Sénat de la Cour suprême de la République slovaque confirme la sentence énoncée lors du premier procès,
ce qui laisse le meurtrier sans aucun autre recours possible. Il était éligible à la libération conditionnelle en 2019 et il a d'ailleurs déposé une demande qu'il a retirée par la suite, sûrement parce que ses chances de l'avoir acceptée étaient de toute façon quasi nulles. Ondrej Rigo est encore, à ce jour, le tueur en série le plus prolifique de Slovaquie. Il était considéré comme impossible à réhabiliter, d'autant qu'il était incarcéré depuis plus de 25 ans et qu'entre-temps, beaucoup de choses avaient évolué à l'extérieur. Pendant la durée de son incarcération, il a souvent prouvé que sa forte libido, dont on parlait tout à l'heure, le travaillait toujours, parce qu'il avait pour habitude de dessiner des femmes qui étaient, disons, assez dénudées, dans des positions plutôt évocatrices, même si, en voyant ses dessins, on n'aurait jamais pu deviner quel genre de monstre il était. J'en parle au passé, parce qu'il est décédé derrière les barreaux l'an dernier, le 14 juin 2022, à l'âge de 66 ans. Son corps n'a été réclamé par personne et il a simplement été enterré dans une fosse commune. Il est à préciser qu'il a un temps été suspecté d'avoir ôté la vie d'au moins une autre femme à Bratislava, mais que l'enquête n'a pas permis de démontrer son implication dans l'affaire, ce qui a laissé ce meurtre devenir un cold case en 2008. De son côté, celle qui a survécu au meurtrier, Jana B, a décidé de se battre contre son traumatisme d'une façon bien à elle, en gardant pendant plusieurs années l'appartement dans lequel elle avait été agressée. Elle a simplement pris la décision de ne pas laisser Ondrej Rigo lui voler la vie qu'elle s'était construite et qu'elle aimait tant avant le drame, et elle s'est appuyée sur son travail pour garder la tête hors de l'eau. Jana a organisé des expositions de peinture à l'étranger, elle a travaillé en tant que graphiste et elle a même vécu 8 ans à Londres par la suite, affirmant qu'elle ne laisserait pas les souvenirs de son bourreau lui empoisonner l'existence. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Moi, je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et avec un éclairage qui aura décidé de ne pas mourir en pleine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme. Il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!